Tu sauves un renard et tu te réveilles avec un mec aux cheveux roses qui te respire dans le cou. QG a les gens en horreur. Mais là, il se retrouve avec une boule de chaos à oreille de renard qui squatte son lit. Si tu kiffes les romances qui démarrent au quart de tour, t'es au bon endroit. C'est comme ça que commence Un renard dans mon lit. QG a direct envoyé un coup de pied dans les bijoux de famille de l'intrus pour le dégager de sa chambre, mais vous visez plutôt le bouton like et abonnez-vous avec la même précision. Vous l'auriez viré comme ça, vous? Dites-le moi en commentaire. Allez, on envoie la sauce! Sous une pluie battante, de celle qui vous glace jusqu'aux os, un gamin supplie son grand frère de ne pas le laisser tomber. Le cri s'arrête net, ce n'est qu'un vieux souvenir qui lui hante encore l'esprit. Retour au présent, un petit renard blessé et trempé jusqu'à la moelle gît dans la boue, au bout du rouleau. Par chance, quelqu'un le ramasse avant que le froid ne finisse par l'achever. Au lycée, QG débarque en classe plus dégoulinant qu'un parapluie oublié sous l'orage. Il s'excuse à peine avant d'aller s'asseoir, laissant derrière lui une mare qui va faire s'arracher les cheveux au personnel d'entretien. Son voisin de table le dévisage, surpris, car le gars est d'ordinaire réglé comme une horloge. Mais là, on dirait qu'il sort tout juste d'un essorage de machine à laver. QG ne calcule même pas la remarque, il a la tête ailleurs, obsédé par la petite bête qu'il a sauvée et laissée enfermée chez lui. À peine la clochatait. Elle sonnait qu'il tente de filer en douce, mais un groupe de filles lui coupe net la route. Elles veulent juste récupérer les fichiers pour le devoir, mais QG leur jette un regard si noir qu'elles en restent pétrifiées. Il leur tend les papiers sans décrocher un mot, et elles détalent comme si elles venaient de croiser un fantôme. Faut dire que QG est aimable comme une porte de prison. Il ajuste son masque noir, histoire de parfaire son look de loup solitaire. Son pote le prévient que, vu sa tête des mauvais jours, la seule qui risque de l'approcher, c'est la solitude. Être le mec le plus populaire du campus QG s'en bat royalement les steaks. Il clôt la discussion en claquant la porte, faisant bien comprendre que devenir son ami est une cause perdue d'avance. Sur le chemin du retour, il s'arrête net. Il vient de se rappeler un truc crucial. Il fonce tête baissée vers une boutique et manque de pleurer de soulagement en voyant qu'il en reste encore. Il s'avère que ce grand gaillard est un fan inconditionnel des Néconiens, ces chats tout ronds. Le caissier le regarde comme s'il n'avait pas vu la lumière du jour depuis des lustres, mais il s'en fiche, il prend son sac et se tire sans même un merci. Il est tellement aux anges avec son nouveau jouet qu'il en a les yeux qui pétillent. Il s'imagine déjà dîner avec ses peluches qui, au fond, sont ses seuls vrais amis. Dès qu'il rentre, il court voir comment se porte le renard. Le pauvre est toujours KO et tremble tellement de froid que QG décide de l'installer sur son lit et de le border jusqu'au museau. Comme quoi, il n'est pas aussi glacial qu'il veut bien le faire croire. Il reste là à veiller sur lui, songeant à tous ces gens qui sont passés devant l'animal sans un regard alors qu'il agonisait sous la neige. Il ne sait que trop bien ce qu'on ressent quand personne ne vous voit au moment où vous avez le plus besoin d'aide. Le lendemain matin, il sent quelque chose d'incroyablement doux sous ses mains. Encore à moitié endormi, il savoure cette sensation, persuadé que c'est la chose la plus mignonne qu'il ait jamais touchée, jusqu'à ce que son cerveau percute un renard n'est pas censé être aussi imposant. Il ouvre les yeux et tombe nez à nez avec un mec aux cheveux roses et aux oreilles pointues, installé dans son lit. Le renard blessé était en fait un esprit à forme humaine. Par contre, personne ne l'avait prévenu qu'il se réveillerait avec un inconnu lui soufflant dans le cou à 10 centimètres. QG reste planté sur son matelas, les yeux écarquillés, incapable de croire ce qu'il a sous les yeux. Il aurait préféré mourir sur place. QG vient de se prendre le choc de sa vie, le petit renard qu'il avait sauvé s'est transformé en un mec aux cheveux roses affalé en plein milieu de son lit. Le pauvre gars ne pige rien à la situation et reste complètement buggé pendant de longues secondes. Au lieu de chercher à comprendre, il passe en mode autodéfense et lui décoche un coup de pied magistral en plein dans les valseuses. L'esprit découvre son nouveau corps humain de la pire des manières en apprenant que cette zone précise est le point faible de l'espèce. Il ne l'a pas tué, mais il l'a séché net. QG panique en voyant l'intrus au tapis, craignant d'y être allé un peu trop fort. « T'es qui, toi? Et qu'est-ce que tu fous dans mon pieu ?» hurle-t-il en reculant, comme s'il avait vu un fantôme. Son cerveau refuse d'imprimer qu'un inconnu ait pu s'incruster chez lui de façon aussi absurde. Le type essaie tant bien que mal de s'expliquer, mais tout ce qui sort de sa bouche ressemble à des parasites radio. QG le dévisage, totalement paumé, les sons que produit l'intrus ne sont que du bruit blanc pour lui. La créature se jette à ses pieds pour implorer sa pitié, mais QG est à bout de nerfs. « T'approches pas de moi !» le menace-t-il en feignant un autre coup, juste au cas où. Il ne veut rien avoir à faire avec ce cinglé qui a clairement une paire d'oreilles en trop. L'intrus reste prostré au sol, digérant son humiliation, pendant que QG l'agonie d'injures pour qu'il dégage. « Casse-toi d'ici ou j'appelle les flics » éructe-t-il, la veine du front prête à exploser. L'esprit lui lance alors un regard de chien battu, mais QG ne flanche pas. Pour lui, ce spécimen est une menace directe pour sa santé mentale. Il l'attrape par la capuche, comme s'il s'agissait d'un vulgaire sac poubelle, et l'expédie manu militari sur le palier,
sans la moindre hésitation, et ne tease même pas revenir, l'avertit-il avant de claquer la porte si fort que les murs en tremblent encore. Le pauvre bougre reste planté là sur la pelouse, encore sous le choc du high kick qu'il vient de se manger. Il n'arrive pas à croire qu'on le jette comme ça après avoir été soigné. Pendant ce temps, Kyuji débarque à la fac en nage et à bout de souffle. Il marche en rasant les murs, jetant des regards paranoïaques tout autour de lui, essayant de se persuader que l'épisode du lit n'était qu'une hallucination due à la fatigue. Mais à peine entré en cours, le relou aux cheveux violets l'attend déjà au tournant pour le chauffer sur son retard habituel. Kyuji rêve de lui clouer le bec, mais sa journée est déjà bien assez pourrie comme ça. Le type commence à le questionner sur le devoir à rendre, et c'est là que Kyuji débranche totalement entre le choc matinal et le chaos chez lui. Il a complètement zappé le seul truc important de la journée. Alors que l'autre se marre, en disant qu'il va se faire virer, Kyuji est à deux doigts de lui refaire le portrait pour qu'il la ferme enfin. Comme prévu, il se fait éjecter de l'amphi pour ne pas avoir rendu son travail. Il rumine sa rage en marchant dans la rue, persuadé de vivre la pire journée de sa vie par la faute de ce squatteur de malheur. Il se demande comment le type a pu entrer alors que tout était fermé, même si un cambrioleur avec un déguisement aussi naze et un air aussi paumé ne fait pas très pro. Soudain, la culpabilité commence à lui ronger le cerveau. Il revoit le visage du gars et se dit qu'il a peut-être eu la main lourde, il avait vraiment l'air d'appeler à l'aide, et ce costume de renard lui rappelle étrangement quelque chose. C'est là que les neurones de Kyuji finissent par se reconnecter et qu'il commence à s'inquiéter de ce qu'est devenu le petit renard qu'il avait secouru la veille. Il rentre chez lui en 4e vitesse et pousse la porte d'un coup sec pour tomber nez à nez avec l'inconnu, qui s'est déjà réinstallé confortablement. Il n'a aucune idée de comment il a fait pour rentrer, mais le voilà, assis là comme s'il était chez son grand-père. En franchissant le seuil, Kyuji découvre un salon digne d'un champ de bataille. Des traces de pas boueuses maculent tout le sol et le canapé est dans un état lamentable, complètement ruiné par la vase. Le pauvre gars n'en croit pas ses yeux pourtant. Le roux le dévisage avec un air tellement absent qu'on aurait envie de chercher son mode d'emploi pour voir s'il est capable de réagir. Blême de rage, Kyuji fonce sur l'intrus avec la première arme qui lui tombe sous la main, un balai. La veine du front prête à exploser, il le somme de s'expliquer et de dire ce qu'il fiche chez lui. Après s'être fait menacer un bon moment, le garçon renard tente de donner sa version des faits, mais la communication est au point mort. Kyuji l'écoute, mais c'est du charabia total, le type parle une langue qui ressemble à du simlish après une soirée un peu trop arrosée. Impossible de porter plainte pour vol puisqu'il ne manque rien. Avec ses oreilles bizarres, c'est sûrement juste un cosplayer paumé qui a atterri ici à cause d'un bug de GPS. Le gars semble enfin capter le topo. Il se pointe du doigt et lâche un mot Nagisa. Puisque ce drôle de spécimen a l'air d'avoir pris ses quartiers, Kyuji tente une approche basique pour voir si les neurones se connectent. Il tape sur son propre torse et donne son nom Kyuji. Sauf qu'en essayant de répéter le nom de son sauveur, l'autre l'appelle Koji. Kyuji sort direct de ses gonds esprits ou clochard mystique, peu importe. On ne touche pas à son nom, et il n'est pas question qu'un inconnu commence à lui donner des petits surnoms. Mais en lui attrapant les mains pour qu'il l'écoute, Kyuji manque de s'évanouir. Le gamin est dans un état pitoyable, recouvert d'une telle croûte de terre qu'on dirait qu'il sort d'un chantier de fouilles archéologiques. Kyuji, qui a la crasse en horreur, l'expédie direct à la salle de bain. Il lui ordonne de se récurer de fond en comble avant qu'il ne le foute à la porte à coups de pompe. Puis il claque la porte, espérant que l'eau fera le miracle de déterrer un être humain sous toute cette fange. Pendant que le renard s'occupe de son hygiène, Kyuji attrape une serpillière pour éponger le désastre. En frottant, il repense au petit renard qu'il a sauvé la veille et qui s'est volatilisé. C'est quand même une sacrée coïncidence qu'un type avec des oreilles de canidé débarque pile maintenant, mais Kyuji choisit de préserver sa santé mentale et décrète que ça n'a aucun rapport. C'est un déni de compétition. Il préfère croire au hasard plutôt que d'admettre qu'un esprit millénaire est en train de squatter sa douche. Sa tranquillité est de courte durée soudain. Un hurlement a réveillé les morts, déchire le silence depuis la salle de bain. Kyuji accourt pour voir ce qui se passe et trouve le garçon renard en boule par terre, tremblant comme s'il assistait à ses propres funérailles. Apparemment, le gamin a une sainte horreur de l'eau, pire qu'un chat enragé. Mais vu l'odeur qu'il dégage, le bain n'est pas négociable. Kyuji l'attrape et commence à l'arroser sans ménagement pendant que l'autre hurle comme si on était en plein exorcisme. Kyuji essaie de lui retirer ses oreilles, persuadé que c'est un accessoire, mais il manque de lui arracher le cuir chevelu. Soit c'est de la colle industrielle, soit c'est du vrai, car la douleur du gamin a l'air bien réelle. Et comme si le drame ne suffisait pas, le gamin voit la mousse du shampoing et décide que c'est le moment idéal pour prendre son petit déjeuner. Il a un air presque mignon avec sa curiosité, jusqu'à ce qu'on réalise que s'enfiler une bouchée de savon est le chemin le plus court vers les urgences. Après cette épopée, Kyuji s'écroule sur son canapé dévasté. Il n'arrive pas à croire que le type soit assez inutile pour ne même pas savoir se laver tout seul. Il commence à soupçonner que le garçon n'a pas la lumière à tous les étages, ou qu'il est totalement amnésique, car il ne semble se souvenir de rien du tout. Finalement, voyant que le pauvre bougre est largué,
Il décide de le garder un moment. Du moins, le temps de découvrir de quelle forêt ou de quel asile s'est échappé ce drôle de spécimen à queue. Au palais des renards, c'est la crise de nerfs, le roi est hors de lui depuis que son héritier s'est fait la malle. Sa femme suggère de refiler le trône à leur autre fils, mais le vieux ne veut rien entendre. Pour lui, Ren est un bon à rien avec sa queue unique, et l'imaginer aux commandes serait la blague du siècle. Persuadé que Nagisa est le seul à la hauteur, il déploie toute la garde pour le traquer par terre et par mer. Pendant ce temps, dans l'appartement, l'héritier découvre que la liberté a un prix l'estomac vide. Les banquets du palais commencent déjà à lui manquer, affalé sur le canapé avec le ventre qui crie famine. Regardez-moi ça. Le pauvre a moins d'instinct de survie qu'un hamster sorti de sa cage dorée. Dès que Kyuji ramène de quoi manger, les gargouillis qui s'échappent de sous la couverture en disent long. Il finit par asseoir le gamin à table, mais Nagisa fixe les baguettes comme s'il était face à une technologie extraterrestre. N'ayant pas la moindre idée de comment s'en servir, il laisse sa dignité au vestiaire et commence à s'empiffrer avec les doigts dans un boucan d'enfer. Kyuji, qui ne supporte plus ce carnage, finit par perdre patience en un éclair. Au final, il n'a pas d'autre choix que de lui donner la béquille comme à un oisillon tombé du nid pour qu'il se taise enfin. Il prétexte un manque de cuillère, mais la vérité, c'est que voir ce prince essayer de survivre dans une ruelle est un spectacle désolant. Le gosse est si peu coordonné que Kyuji va devoir acheter des couverts s'il ne veut pas passer sa vie à faire l'avion. En faisant la vaisselle, il réalise que sa vie d'étudiant tranquille est bel et bien finie. Le voilà devenu le baby-sitter d'un ado d'1,60 m avec des oreilles en peluche. L'heure du dodo arrive et le renard tente de s'incruster dans la chambre comme s'ils étaient potes d'enfance. Mais Kyuji l'arrête net. C'est direction le salon sans escale, aucune bouille triste ne fera le poids face à son envie de dormir seul. Il lui claque la porte au nez et s'écroule sur son lit, essayant de digérer cette journée catastrophe. Mais le calme est de courte durée. Il se rappelle qu'il ne peut pas garder ce squatteur éternellement quelqu'un. Quelque part, doit forcément chercher un gamin aux cheveux roses. Il se met à éplucher les avis de recherche sur son téléphone, mais le moteur de recherche ne donne absolument rien, comme si le petit était apparu en ville par l'opération du Saint-Esprit. Kyuji finit par jeter l'éponge. Ce sera un problème pour le Kyuji de demain. Il ferme les yeux avant que son cerveau n'explose. Dans le noir du salon, Nagisa fixe le plafond, le regard vide. L'excitation a laissé place à la mélancolie, le silence de la part, le ramène à la réalité. Et tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa maman. Affalé sur le canapé, Nagisa essaie tant bien que mal de comprendre comment il a atterri dans cet appart. Il se rappelle pourtant très bien que son frère l'a balancé dans un portail noir avant qu'il n'échoue ici, chez un parfait inconnu nommé Kuji. Le garçon renard est complètement paumé, il ne sait même pas où il a mis les pieds, et Kuji, qui doit filer à la fac, n'aide pas vraiment en lui aboyant des ordres comme un adjudant. Il le menace d'appeler les flics au moindre faux pas. Mais Nagisa le regarde avec un air totalement vide forcément. Il ne parle pas la même langue, et pour lui, le mot « police » ne veut absolument rien dire, encore moins représenter un danger. Kuji a conscience que laisser un étranger chez lui est un pari risqué, mais il n'a pas le choix et finit par s'en aller. À peine seul, la faim se fait sentir, et Nagisa part en expédition dans la cuisine pour voir ce qu'il peut chasser, sauf qu'en chemin, il écrase la télécommande. La télé s'allume d'un coup, et le gamin panique instantanément. Il entend des voix sortir de la boîte et voit une femme en larmes, ce qui pour lui ne signifie qu'une chose: des gens sont prisonniers et souffrent là-dedans. Nagisa n'hésite pas une seconde et décoche une droite monumentale dans l'écran avec toute la force de sa race, persuadé de libérer une captive. Le point positif, c'est que la femme ne souffre plus le bémol, c'est que l'écran n'est plus qu'un tas de pixels morts et de débris de verre éparpillés sur le tapis. Le gamin contemple le désastre, totalement dévasté par son geste, avec l'impression d'avoir achevé la seule boîte magique qui lui parlait. Pendant ce temps, en plein cours, Kuji sent un frisson lui parcourir la nuque. Il a le pressentiment que tout a foiré, et même s'il essaie de se convaincre que c'est de la paranoïa, la réalité le rattrape violemment dès qu'il passe la porte. L'appart ressemble à un champ de bataille. La télé a rendu l'âme et le coupable l'accueille avec un regard chargé de remords. Kuji explose et l'incendie copieusement, tandis que le petit gars aux cheveux roses tremble comme s'il attendait son exécution. Voyant que la créature est au bord de la crise de nerfs, le jeune homme décide de lâcher l'affaire et va prendre une douche pour éviter de commettre un meurtre. Il espère que l'eau lui remettra les idées en place, mais son moment de calme ne dure qu'une fraction de seconde. En sortant de la salle de bain, il découvre que le squatteur a déjà réquisitionné le lit, faisant de lui un réfugié dans son propre appartement. Trop épuisé pour discuter, il s'écroule par terre pour dormir comme il peut, mais le destin en a décidé autrement. Au moment où il ferme l'œil, la lampe s'allume toute seule. Il l'éteint, tente de se rendormir et rebelote clic. La lumière revient. Il a un examen demain et la bestiole semble déterminée à ce qu'il le passe avec le cerveau complètement grillé. J'y crois pas! La télé a rendu l'âme en 2 secondes. Tout comme le gamin renard a défoncé l'écran pour libérer la prisonnière. Explosez-moi ce bouton like pour que je lâche la suite. Abonnez-vous pour ne rien rater de ce bordel et dites-moi en commentaire quel manoir vous voulez que je vous raconte la prochaine fois. Allez, à plus!